Bien, alors maintenant nous passons au chapitre 8. Alors la fête d'Ashura est terminée. Et la vie, ça va reprendre une autre fois. Il reprend son cours normal. Ça tombe encore une autre fois dans la monotonie, etc. Mais c'est avec l'arrivée de l'été, déjà nous sommes dans la troisième saison. Et nous avons dit donc que la boîte à merveille s'étale sur 3 saisons. Donc nous sommes maintenant dans l'été, c'est l'approche de l'été. Déjà l'été a investi la ville de Fès et bien sûr les gens se préparent. Bien, donc la vie reprend son cours normal, mais ce qu'on va remarquer ici dans ce chapitre, c'est quelque chose de très important. C'est qu'il va y avoir un changement. Et que ce changement, il va avoir des résultats très positifs sur l'enfant. Alors, ces changements concernent deux choses. D'abord, le décor, et on veut dire par le décor ici le lieu, le msjid, parce que le fqih a jugé que le msjid maintenant, qui est une petite salle, ça devient très chaud avec la chaleur, et il a décidé à ce qu'on abandonne cette petite salle pour aller se loger dans une autre grande salle, plus fraîche et plus grande, dans un mausolée, ce qui a donné encore plus de chances de réussite à l'apprentissage. Donc on est maintenant dans une grande salle qui est plus fraîche, qui est plus aérée, et qui peut donc contenir tous les enfants. Déjà ce changement-là, ça a donné un autre élan aux enfants. C'est un changement qui motive l'apprentissage chez les enfants. Mais surtout, le changement le plus important, c'est dans le personnage de Fqih. Le Fqih qui était tout le temps violent, agressif, qui était irresponsable, qui utilisait toujours sa baguette, etc. Maintenant, il devient bienveillant, souriant, tout le temps il est souriant, intelligent, encourageant. Il a même rencontré le père de l'enfant et il lui a bien parlé de Sidi Mohamed en disant que son enfant, il fait des progrès et s'il continue comme ça, il sera un grand talib. Et pour le père, c'était le comble du bonheur si son fils devient un grand savant, un grand talib. Et bien sûr, il va raconter ça à la maman de Sidi Mohamed, et ce qui va rendre les parents très fiers. Et surtout que l'enfant, lorsqu'il a vu cela, donc déjà le décor changé, et puis ce monsieur-là qui devient très encourageant, qui encourage, qui sourit, qui devient bienveillant, il a commencé à faire des progrès. Et il nous dit que sa mémoire fait des miracles, c'est-à-dire il passait de 10 lignes, auparavant il apprenait 10 lignes sur sa planchette par cœur, maintenant il passe à 15 lignes, ce qui veut dire que c'est un grand progrès, c'est un exploit, et cela va satisfaire ses parents, bien sûr. Lui aussi, lui-même, il était satisfait. Et en plus, pour gagner encore plus de temps, il s'adonnait avec ferveur, avec grand sérieux à son travail le matin, c'est-à-dire il apprenait par cœur les 15 lignes sur sa planchette le matin, et le soir, il se fait un programme, et il rêve, il peut donc fermer ses yeux pour aller voyager dans l'autre monde de l'invisible, le monde qu'il aime beaucoup, qu'il aime tant. Donc il a pu s'organiser, il a pu donc organiser son emploi du temps, le travail le matin et l'après-midi, à la différence des autres qui continuent encore à apprendre par cœur. Lui, il s'envole dans les cieux, dans les rêves, dans les imaginations, dans les autres mondes qu'il aime. Un jour, donc un soir, le père il va rentrer et il va annoncer à sa femme qu'il lui a déjà promis de lui acheter 2 bracelets en or et en argent. Il lui a dit que le lendemain, il va l'emmener au souk des bijoutiers pour lui acheter ces 2 bracelets. Bien sûr, et le lendemain,
Ils vont aller à ce souk-là et le narrateur, l'enfant, il va nous décrire ce souk avec beaucoup de détails. Il va nous écrire les échoppes, les boutiques, les boutiquiers, les gens qui vendent leurs objets qui sont nécessiteux, qui se trouvent dans une nécessité, ils viennent pour vendre leurs bijoux, et comment ils sont reçus par les marchands qui, bien sûr, s'assurent que c'est de l'or, mais en même temps, la manière dont il pèse ces bijoux-là, ça, l'enfant et le narrateur, il l'a ressemblé à comme si on pesait des choses qui n'ont pas d'importance. Alors que ces pauvres gens qui viennent pour vendre ces bijoux-là, pour eux, une bague, une femme qui vient pour vendre une bague ou bien un bracelet que sa maman lui a donné il y a 30 ans, ou bien une bague que son mari lui a acheté au jour de fiançailles, etc. C'est-à-dire que ces objets qu'il vient pour vendre, ce ne sont pas tout simplement des objets en or, mais ils sont trop chargés de souvenirs. Et il vient les vendre les larmes aux yeux, tout en pleurant. L'enfant, il a remarqué ça. Mais les marchands, pour eux, tous ces souvenirs, ça ne leur dit rien. Ils veulent tout simplement s'assurer que c'est de vrai or. Et d'ailleurs, le narrateur adulte, qui est Ansari, il va faire une pause ici pour faire un petit commentaire en disant que par la suite, lui-même, il a compris pourquoi ces gens-là avaient les larmes aux yeux. Il a compris que ce qu'ils vendaient, ces objets qu'ils venaient vendre, c'était une part d'eux-mêmes. Ce n'était pas tout simplement de l'or qu'ils venaient vendre, mais c'était une partie d'eux-mêmes, une partie de leur vie, une partie de leurs souvenirs. De toute façon, cette séquence de souk des bijoutiers, malheureusement, il va terminer avec un drame. C'est que le dlal qui voulait vendre les 2 bracelets à Cheikh Islam, c'était un homme ignoble, c'était un homme qui voulait l'arnaquer, et ça se terminait avec une bagarre entre le dlal et le père. Et l'Aïcha devait alors rentrer à la maison le soir, avec la tombée de la nuit, sans le père qui était disparu dans la foule avec le dlal, donc on n'entendait que leurs cris, etc. On ne pouvait plus les récupérer. Alors l'Aïcha, la Zubida, avec son fils, et Fatma Bzouia, ils vont rentrer en attendant le retour du père. Et bien sûr, à 1h tard, le père va rentrer avec les 2 bracelets. Malheureusement, la maman ne va plus vouloir de ces bracelets parce qu'il les considère comme des porte-malheurs. Il a tant attendu ces 2 bracelets, il a tant aimé les avoir, mais malheureusement, le jour où il allait les avoir, il y avait donc ce drame-là. Alors, il les a détestés, il ne les a pas voulu parce qu'il croyait que ce sont des porte-malheurs, surtout que son enfant qui a assisté à cette dispute, qui a assisté à cette bagarre, donc il finira par tomber malade, il sera secoué par la fièvre, et la maman, elle aussi, donc sera bouleversée par cette maladie de son fils, et il va refuser ces 2 bracelets en considérant donc que ce sont des objets qui portent malheur. Et c'est là où on peut tirer, si vous voulez, le thème de la superstition, en disant est-ce que la maman est superstitieuse en considérant que ces bracelets sont derrière ce drame, que ces bracelets sont des porte-malheurs. Donc peut-on considérer la maman comme superstitieuse? Voilà donc le chapitre 8. Alors une dernière remarque, c'est que maintenant du chapitre 1 jusqu'à chapitre 8, toute cette partie de ce roman, de 1 jusqu'à 8, on va la considérer situation initiale. C'est-à-dire si on revient au schéma narratif,
de tout texte narratif, nous avons 5 étapes. Première étape, situation initiale. Deuxième, perturbation. Troisième, péripétie. Quatrième, équilibre. Et finalement, la situation finale. Alors, c'est la plus longue situation initiale qu'on peut trouver dans un roman. La plus longue. C'est-à-dire qu'il a duré 8 chapitres. Alors, dans le chapitre 9, on va assister à un changement. On va assister à la perturbation. Voilà, on s'arrête là.